En fait, j'aimerais bien traduire tout, mais c'est très très difficile. Je fais un petit résumé. Donc, c'était une poésie pastorale. On parlait de la beauté d'une vache, suivant les valeurs sentimentales qu'on a sur cette vache. Et ça dépend de, par exemple, si tu l'as reçu de quelqu'un de ta famille que tu adores, tu vois, et pour ça, la vache représente cette personne. Alors, tout ce que tu sens pour lui ou pour elle, ça peut être une tante, tu donnes tous ces compliments, tous ces détails, ces beautés, ou suivant le village d'où il vient, les rivières qu'il a traversées, on met ça sur cette vache. Donc, chacun en parle comme il a envie de ce qu'il sent. C'est tout. Et puis, on donne des noms, suivant les circonstances et les moments qu'on vit. Si on est triste, on donne un nom, que c'était une vache qui a consolé, par exemple, la tristesse. Si c'est une vache qu'on a reçue dans les moments de joie, de fête, c'est une porte-bonheur. Ça dépend tout ce qu'on sent. Donc, c'est tout. Oui, c'est dommage qu'on a découragé ce genre de chansons. C'est très dommage parce que le régime en place associé à ça aux Tutsis et royalistes et tout, alors que c'était pas vrai. C'était la culture. C'était plutôt rwandais que Tutsi ou Hutu. Par exemple, au moment de doter, aussi bien les Tutsis que les Hutus, de doter la vache. Donc c'était pas vraiment spécialement pour les Tutsis, et je trouve ça très dommage. Et ça a été aussi la même chose pour les autres chansons. La vraie chanson rwandaise, nous on l'a pas connue. On ne chantait que des louanges du président. C'était tout ce qu'on attendait à la radio. Moi personnellement, ce qui me faisait mal, c'est qu'on était obligé de chanter ces chansons, donc des louanges du régime du président. C'était obligatoire. Même dans des écoles, au travail, on avait chaque semaine la journée consacrée à ça. On appelle ça animation. Et on devait chanter ça. Et à l'école, je me rappelle, et pendant les examens par exemple, il fallait chanter une chanson donc pour avoir les points, mais il y a des chansons qu'on chantait à la maison qu'on aurait bien aimé chanter pour avoir des prix parce qu'on maîtrisait mieux, mais il fallait pas les chanter à l'extérieur du foyer familial, quoi. C'était transformer les paroles au lieu de parler de la beauté d'une vache, voilà. De quand on louait le bourgmestre, le préfet. Non. Et pour nos mères, par exemple, ils trouvaient ça insensé. Alors, des fois, ils disaient, tais-toi, qu'est-ce que tu racontes? Oui, je me rappelle. Et alors, je me disais, mais maman, elle n'aime pas que je chante. On ne comprenait pas, au fait. Et les parents n'avaient pas la liberté de nous expliquer le pourquoi. Quand je pense à tout ça, je me rends compte maintenant combien nos parents ont dû souffrir. Ils ont vraiment été frustrés. Ils avaient pas droit de parler. C'était comme si on les épongeait un silence. Moi, je sais que, par exemple, mon père a beaucoup souffert. Il a été mis en prison dans les années 67, mais il n'a jamais parlé de ça. Je trouve que c'est très dommage. Et on ne connaît pas l'histoire, ce qu'ils ont vécu. C'était un sujet tabou chez nous. Ma mère n'osait pas parler de la politique. Ça l'avait traumatisée. Elle ne parlait jamais de ces histoires. Tu te rappelles, Goretti, quand la tante... Quand tante Julienne, que Mathilde vient de nommer, elle était là. Alors c'était pour elle le moment de se rappeler tout ce qu'ils ont perdu, tout ce qu'ils ont vécu. Alors j'attendais ma tante. Et tu te souviens, quand ça passait. Et puis d'un coup, il arrête. Il n'y a pas un enfant par là pour sentir s'il y avait quelqu'un qui passe et qui va les écouter, qu'il courait le risque. Et d'un coup, il dit, et puis ils sont venus, ils ont frappé à la porte, et puis ils ont pris. Monsieur, comment
Il appelle, par exemple, un enfant qui était turbulent à la maison. « Eh, le tazo !» Alors moi, ça m'amusait, je disais « Mais attendez, comment oui. » Alors chaque fois... Vraiment qu'elle pouvait parler à haute voix, tellement elle était traumatisée. Et autour, il venait pleurer à la maison. Donc c'était... le fait qu'ils ne pouvaient pas s'exprimer, de parler ce qu'ils ont vécu. Maintenant, je me rends compte que c'était vraiment terrible pour eux. Maman, elle avait la terreur des Hutus. Elle faisait semblant de les aimer beaucoup, mais en fait, c'était la peur. Quand on essayait d'en parler à la maison, on disait, taisez-vous, ne savez pas ce que c'est, taisez-vous. Donc, si elle avait au moins parlé, mais oui, oui. C'est la peur. C'est vrai que ma mère m'a fait comprendre beaucoup de choses en étant enfance, quoi. Quand on se pose des questions, pourquoi les Tutsis, pourquoi les Hutus, pourquoi on est mal vu. Quand mon père était en prison en 67, ma mère était chaque fois persécutée. On venait, ils ont pris toutes les choses qu'elle possédait à la maison. Elle s'est beaucoup battue. Enfin, d'abord en tant qu'étant femme. Et connue quand même au village, et aussi elle essayait de conscientiser les gens, mais c'était pas facile. La nouvelle génération, bon, un peu plus avant moi, nos parents allaient encore, mais ne savaient pas où placer le pied dans l'ancienne éducation ou dans le nouveau éducation. Qui veut que le plus riche soit le mieux respecté, alors qu'avant les anciens donnaient un mot, c'était respecté et tout. Maintenant c'est le bourgmestre ou je sais pas un autre notable, on les respectait à cause de sa Pajero, de sa voiture, pas des idées qu'il faisait circuler. C'est de ce que je vous ai parlé de l'éducation. Moi, je trouve que l'origine sociale de l'éducation et de l'ancienne éducation que les Tutsis ont reçue, qui les différencie des Hutus, c'est pas vraiment que les Tutsis se croyaient comme ça. Il y a aussi une part que les colonisateurs ont aussi forcé à pousser les Tutsis de se sentir supérieurs, ce qui a fait la différence entre les Hutus et les Tutsis. On prenait le Tutsi comme un noble, l'intelligent, le plus supérieur en fait. Les Belges, les colonisateurs qui étaient là-bas, ont poussé à que le Tutsi se sente vraiment plus supérieur et que le Hutu se sente plus paysan. Et ça favorisait une ethnie, ce qui fait que ça révoltait l'autre ethnie. Et entre les deux ethnies, il y avait une sorte de haine, une sorte de vengeance, une sorte de se battre, de se défendre. Et ça, je trouve aussi, ça a beaucoup joué un rôle très, très, très important pour moi. J'imagine quand maman me racontait qu'elle était jeune fille, on pouvait pas la trouver, qu'elle va chercher de l'eau, ou qu'elle va dans les champs. Ça, c'était pas, elle ne disait jamais, elle n'a jamais fait. Ça, c'est la culture qu'on avait, en vue de ça. Depuis le siècle, on est là, on doit se lever, se soigner, chercher le lait. Il y a une façon par exemple, de toucher la peau de lait, que ce n'est pas communitas. Toutes ces manières, c'est pas européen, mais les Européens apprécient, par exemple. Il y avait la différence de classe sociale. Ça a beaucoup joué. Ça nous amène jusqu'au génocide. On reste orphelin, ou sans amis, ou sans rien. Voilà. Aujourd'hui même, après le génocide, je me demande, j'essaie de trouver la solution, j'essaie de, même même si on dit on est tous les Rwandais, on bannit les ethnies dans les cartes d'identité, tout ça, il y a des fois où tu sens que tu appartiens à une ethnie ou l'autre. Et je me souviens même ici en 90, quand la guerre a éclaté au Rwanda, on avait des amis autour ensemble, des copines, des copains, et d'un coup, on n'avait plus rien à se dire. Il y a vraiment une grande peur entre les ethnies. Et pour moi, il faut d'abord que cette peur
disparaissent, c'est pas facile, mais la peur doit d'abord disparaître pour qu'on puisse vivre ensemble. Et pour le retour des exilés au Rwanda après la victoire du FPR en juillet 94, on l'a pas vécu comme on rêvait. C'était triste puisque pour nous c'était un événement qu'on attendait avec impatience. On avait de la famille un peu partout, en Ouganda, au Burundi, même en Europe. Quand ils sont rentrés, ils nous ont trouvés là encore sous le choc, traumatisés après ce que l'on a vécu. Et pour eux, bien sûr qu'ils partageaient notre souffrance. Ils partageaient ça eux aussi, mais c'était difficile pour eux de cacher leur bonheur, leur joie de retrouver le pays, ce qui était tout à fait normal aussi pour eux. C'était la première fois qu'ils arrivent au pays après tant d'années. C'était difficile pour eux de cacher leur joie, ce qui fait que le contact n'a pas été facile, quoi. Oui, c'est vrai que ce que Mathilde vient de dire, c'est vrai. Bon, même moi, qu'on a tué toute ma famille, mais j'étais pas là. Et quand je retrouvais les gens qui étaient sur place, qui ont vécu tout ça, c'est très difficile de les comprendre, quoi. Ou bien tu les comprends, mais ils ont l'impression que tu les comprends pas. Et comme maintenant, bon, moi, quand je suis retournée dans mon village, à ma commune et tout, il y a d'autres personnes qui se sont installées et qui côtoient donc les rescapés, mais le courant ne passe pas toujours comme les rescapés voudraient que ça se passe, quoi. Et on les sent vraiment fort frustrés. J'espère qu'avec le temps ça va s'arranger, ça va s'améliorer, mais il faudra beaucoup de temps et de compréhension et encourager vraiment la compréhension entre les deux communautés. Ce sont des frères, mais c'est le malheur qui les sépare, quoi. Donc, on parle beaucoup de la réconciliation, mais moi, personnellement, je trouve que le monde ne convient pas. Je n'ai aucun problème avec les Hutus. Le Hutu propre, qui n'a pas tué, qui n'a pas trempé dans le massacre, je n'ai aucun problème avec lui. Je n'ai pas à me réconcilier avec lui puisque je n'ai aucun problème avec lui. Qu'on punit le coupable. Depuis 59, 62, 73, maintenant 94, on tue, et les tueurs circulent comme des jeunes homos qui n'ont rien fait. Et cette fois-ci, il faut que ça s'arrête. On en a marre de mourir comme des insectes, comme des gens qui sont nés pour mourir. Les responsables, ils sont tous éparpillés dans différents pays. Donc finalement, il faut interpeller les organismes internationaux et les pays qui les hébergent. Le gouvernement rwandais tout seul ne peut rien faire, quoi. Et ça, je trouve que le génocide au Rwanda doit être l'affaire du monde entier, quoi. Parce que vraiment l'humanité a dépassé les bornes et il faut absolument que chaque pays qui héberge un tueur, surtout dans les pays vraiment dits démocratiques, qu'ils essayent de les punir. La réconciliation avant la justice, ça c'est pas possible. C'est pas possible. Il faut que la justice se fasse, ne fût-ce que pour la mémoire des victimes. Parce que je trouve que à la fin on va les oublier alors que ils avaient droit à la vie aussi. Ne fût-ce que pour eux, il faut que la justice se fasse. Ukambyara Rwanda nakuvuka singuture nukubabara byabuze urugero nishavu n'intimba ndende n'ishyano ryaguye mbankuruga nagiye ntaguhunzeho Rwanda
umutima uyu mutima wanjye we Rwanda n'urukundo rwanjye bisigari Kigali kandi wowe urabizi. Cécile, je suis contente de pouvoir t'écouter librement chanter, pas comme en 87. Je me souviens, j'étais en vacances au Rwanda et tu faisais une veillée. Chez vous à la maison? Oui, à la maison Remera. Oui. Alors, je crois que tu organisais des veillées avec des amis, ta famille. Alors, on s'est arrangé avec des copines pour être dans une maison à côté de chez toi et pouvoir t'écouter chanter. Mais ce sont les veillées qui étaient les plus naturelles, c'est les plus jolies, où tout le monde participe. Sinon, on est là dans une chaise et on doit regarder cette scène. Et puis quand tout s'est fini, on est parti, on se dit même pas bonjour. C'était naturel que chez soi, où on fasse des veillées, on chante, on danse presque tous les soirs sans qu'il y ait une fête, une occasion quelconque. Parce que simplement, on a envie de le faire. Oui. Qu'est-ce que tu veux que je te chante? C'est toujours le plus compliqué. Ce que tu veux. Oui. Uraho nyamibwa we, uraho nyamibwa yanjye we, uraho cyane manzi uraho we. Waruyivurwa mu nda rumwe rwikuba ntirucike we, uraho cyane manzi uraho ye. Rero uretse izuba ryaravera nabyo riratwishe ashatse batiri tubahoro oya ni izuba ryatwishe abana Josette. Witwa nde? Greta. Pour toi aussi. Ah, si, c'est lui qui fait du Rwanda? Oui. C'est lui qui fait du Rwanda. On m'a envoyé de là-bas. Je ne vous ai pas raconté comment j'ai croisé en fait Dative. Donc on venait pour une formation ici, à l'UCL. Bon, c'était en janvier 94. Et bon, on s'est présenté. Elle est burundaise ou tout. Et moi, je suis tutsi rwandaise. Et alors, bon, l'amitié est née comme ça. On s'est connus. Et puis, on était de la même région. Et puis, on était pratiquement les seules femmes, quoi. Les autres, c'était des jeunes filles. La vraie amitié est née au moment où Dative a perdu son mari, quoi. Oui, effectivement, on est arrivé à la FOPES pour faire une formation de 2 ans. On avait laissé toute notre famille. Chacun avait laissé son mari, ses enfants. Et puis moi, au mois de mars 94, on m'a appris qu'on a tué mon mari, qui était resté avec les enfants. Juste après, on a eu les vacances de Pâques. Elle venait, elle passait des journées avec moi, on causait. Elle me forçait à manger, elle me préparait à manger. Alors, à partir de là, on a commencé à avoir des confidences. Et puis, malheureusement, elle aussi, dans la suite, elle a perdu son mari. Alors, bon, moi aussi, j'ai fait la même chose. Avant qu'elle ne perde son mari, moi, j'avais fait venir les enfants parce que, bon, le papa était mort. Je lui avais laissé les enfants. Alors, bon, on était ensemble, elle m'aidait. Elle n'avait pas de nouvelles de ses enfants, ni de son mari. Parce que c'est le 7 avril, les dernières nouvelles de son mari qu'elle a, c'était le 7 avril. Alors on est resté comme ça, qu'on se soutenait mutuellement. Puis après, elle a appris que son mari était mort, que les enfants sont dans un orphelinat. Oui, je l'ai appris bien tard, quoi, en fin juin. Alors que, d'après ce qu'on m'a dit, il avait été tué, bon, vers le 13 avril.